Très bien, après cette petite pause, donc nous allons atterrir sur la Normandie, mondialisation Normandie, Normandie, Excellence et Queen. J'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Paul Essartial. Rebonjour. Vous êtes président du Conseil régional des chevaux de Basse-Normandie. Vous avez été aussi président de l'ensemble des conseils régionaux des chevaux. Et vous êtes un homme que le monde du trot connaît parfaitement bien. François Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur. Généralement, on vous présente d'abord comme élu et comme vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie. Là, je vous présente, si vous voulez bien, comme agriculteur à Saint-Seigné-de-Beuvron, c'est dans le sud-Manche. Il y a des vaches, il y a aussi des chevaux dans votre ferme. Merci d'être là. Frédéric Chauvel, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas agriculteur, vous êtes un haut fonctionnaire. Vous avez, après l'école polytechnique, dirigé le pôle de compétitivité Hippolia, que présidait à l'époque Philippe Augier, qui est quelque part dans la salle, là-haut, voilà, et qui est aujourd'hui présidé par Laurence Meunier. Guy Schumacher. Je ne sais jamais si on dit Schumacher ou Schumacher. Dans les deux cas, je me reconnais. Bon. Donc, vous verrez, là, nous avons un entrepreneur totalement atypique. Vous êtes président du COREN, c'est le comité régional d'équitation de Normandie. Vous m'avez bien dit 3-4 fois, vous m'avez répété la leçon, structure déconcentrée de la Fédération française d'équitation. Donc, vous n'êtes pas l'homme de la FFE. Parfaitement retenu. Je vous remercie. Vous n'êtes pas l'homme de la FFE, mais quelque part, vous avez un lien avec la Fédération française d'équitation. Rainer Engelke, je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes, selon la formule d'un papier dans Ouest France, vous êtes banquier allemand devenu paysan normand. Bonjour. Et vous serez le grand témoin. Donc vous interviendrez à la fin de cette table ronde. Vous nous raconterez pourquoi, dans les années 80, vous avez débarqué en Normandie, non pas comme investisseur, mais comme investisseur émotionnel. J'ai retenu la formule. Merci en tout cas d'être présent. Votre haras est près de Échauffour, dans l'Orne. Et cher Xavier Libretch, si vous voulez bien, j'animerai cette table ronde avec toi. Je suis ravi de t'accueillir ici, donc rédacteur en chef, éditeur, fondateur de L'Éperon, journal que tous les amateurs de sport équestre connaissent par cœur. Pas fondateur. Pas fondateur. Ah oui, j'ai pensé que tu étais un 1936, quand même. J'ai pensé que tu étais dans la bande de ceux qui avaient redonné un coup de fouet à ce magazine. Paul Essartial, si vous voulez, on commence par vous. Alors, on a vu tout à l'heure ces débats, ces slides sur la mondialisation, et la Normandie dans ce grand panorama. La Normandie a des atouts, et je sais que vous souhaitiez, en préalable à ce débat, rappeler ces forces normandes. Bien, l'atout numéro 1, c'est d'avoir 100 000 chevaux sur 3 départements, ce qui est unique au monde. Vous ne trouverez jamais ça dans le monde, une concentration de chevaux de qualité, avec des hommes de qualité qui les entourent. Donc c'est quand même un avantage énorme que nous avons sur beaucoup de pays, c'est d'avoir cette concentration et cette qualité des hommes et des femmes qui font qu'un cheval est bon ou pas bon. Avant tout, c'est d'avoir le trot, le galop, le cheval de sport dans notre région, qui est un atout considérable, mais nous ne parlions pas beaucoup jusqu'à maintenant et on ne se parle toujours pas beaucoup. Donc d'avoir un colloque comme celui-ci me paraît plus qu'important et même obligatoire pour l'avenir, car vous savez, ici comme ailleurs, tout est politique. Et si vous voulez exister, ça je l'avais bien compris en arpentant les couloirs de Bruxelles, alors Ambroise va me dire que j'emploie un mot qu'il n'aime pas, c'est le mot filière, mais on ne parlait que de filière économique et sociale. Alors, si vous n'êtes pas une filière économique et sociale rassemblée, vous n'existez pas, il faut le savoir, que vous soyez trotteur pur sang ou cheval de sport, vous aurez bien du mal à vous faire entendre dans les années qui viennent si nous ne sommes pas rassemblés sur des projets communs. L'équarrissage en était un il y a quelques instants, il y en aura d'autres, bien entendu,
Mais il faut absolument que nous nous mettions et nous nous fédérions sur des projets communs et des objectifs communs. Donc le but du Conseil du cheval qui a été créé il y a une quinzaine d'années, 1997. tout passe très vite. Donc c'était le but était de rassembler, car notre région est une région économiquement très forte, mais on ne le savait pas vraiment. Donc ça a été de faire un inventaire du cheval qui a démontré qu'on était 8000 emplois il y a une quinzaine d'années. Et grâce à l'effort de la région, de toutes les politiques qui ont été menées depuis 20 ans, eh bien nous sommes passés à 13 000 emplois. Quel est le secteur économique qui passe de 8 000 à 13 000 emplois en 12 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Et ces 1500 chevaux nouveaux qui ont été amenés sur la Basse-Normandie chaque année pendant cette période, quand vous savez que 10 chevaux, c'est minimum une personne, eh bien faites le compte, chaque année seront créés 150 emplois. Donc rien que ça me prouve qu'il faut absolument qu'on prenne en considération ce secteur. Et la région, les conseils généraux l'ont très bien pris en compte dans notre région. C'est une, comme ils disent, certains disent, c'est une niche, mais une niche très valorisante, avec une plus-value très confortable pour tous le secteur économique bas-normand, car si le cheval n'existait pas dans le pays d'Auge que je connais, la moitié des villages fermeraient. Ils sont déjà pas très vivants, mais là, ils seraient plus du tout vivants. Donc le cheval est un formidable vecteur économique dans notre région, d'abord pour le fait de conserver une vie, et en plus le tourisme. Si demain, vous enlevez le cheval de la Basse-Normandie, eh bien le tourisme y perdra aussi, parce que tout est bien entretenu, tout est propre. Et les hommes et les femmes qui travaillent avec les chevaux, eh bien, mettent beaucoup de cœur à entretenir leur propriété. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est très favorable. Il faut que nous le vendions dans le bon sens du terme, ce que nous n'avons peut-être pas fait très bien jusqu'à maintenant. Mais il faut conserver absolument une vraie valorisation du secteur cheval qui devient mondial, puisque hier, le cheval qui a gagné, vous le voyez, a été élevé par un petit éleveur du Mollet-Litry. C'est formidable. C'est formidable. Et chaque année au championnat du monde, vous avez des chevaux qui gagnent, enfin qui participent. Donc c'est fabuleux. Et le trotteur, j'en parle pas parce que je suis trotteur, donc nous sommes les meilleurs en Europe depuis mes amis suédois sont là, mais ils nous ont battus cette année, mais nous les battons régulièrement chez eux. Donc voilà, donc c'est un sport qui fonctionne bien, le cheval, qu'il soit trot, galop et cheval de sport. Et continuons comme ça et essayons de le consolider dans des réunions que nous avons aujourd'hui et de mettre en avant, bien entendu, les problèmes que nous pouvons avoir et qu'il faut régler. On ne pourra les régler qu'entre nous. Et qu'en étant unis, votre mot d'ordre étant toujours fédérer. Totalement. Vous ne pouvez pas gagner si vous vous battez. On le voit bien dans l'actualité actuellement. Voilà, il faut se réunir pour gagner. Aujourd'hui, on est dans une mondialisation. Ces championnats du monde sont une chance inouïe pour nous d'avoir un phare mondial sur notre région. À nous de la valoriser et de rebondir dessus. Je sais qu'il y aura... Monsieur Maupas vous parlera de l'école internationale du cheval dans quelques instants. Et là, ça va toujours dans le sens de la mondialisation et d'améliorer tout notre secteur d'activité cheval autour de la plus-value du cheval, c'est-à-dire vers le haut. On ne peut pas gagner vers le bas, vers le haut, toujours vers le haut. Et le cheval, c'est de la compétition, c'est vers le haut. Merci, Paul. François Dufour, vous êtes donc agriculteur à Saint-Saunier-de-Beuvron. Vous êtes vice-président du Conseil régional de Normandie, de Basse-Normandie, c'est pas encore réglé cette affaire, de Basse-Normandie. La filière équine, le cheval, c'est une passion, mais aussi c'est une démarche. Et il y a quelque chose, quand on avait préparé ces entretiens, qui rentre dans le vif du sujet, votre souci, c'est justement que ce système soit pérenne, étant entendu que la clé de base, ce sont les éleveurs. C'est l'élevage, et bien évidemment, il faut avoir des fermes. Et un des problèmes sur lesquels vous souhaitiez mettre le doigt, je passe vite sur les atouts parce que Paul Essacial les a bien développés, c'est l'installation des jeunes agriculteurs. Et c'est cette problématique sur laquelle vous souhaitiez intervenir. Oui, alors effectivement, moi je souhaitais intervenir sur ce thème parce que je crois que si nous en sommes là aujourd'hui, après tous les propos qui ont été tenus ce matin et qui montrent que cette région a des atouts importants et a une histoire, et aujourd'hui cette histoire, si nous avons accueilli les Jeux équestres mondiaux, c'est aussi parce que ce travail a été fait pendant des années et pendant que tous ces éleveurs ont pu construire cette histoire en Normandie, eh bien, je dirais les savoir-faire se sont installés.
la génétique, la compétence des hommes, avec des moyens qui n'étaient pas ceux qui sont ceux d'aujourd'hui, et la répartition géographique dans le territoire, dans une région où la diversité, les diversités, la biodiversité, les paysages, la verdure 10 mois sur 12 par an où il pleut par ce microclimat et où les prairies sont belles, eh bien effectivement on a permis justement que cette histoire perdure et s'amplifie. Alors moi, ce qui me tient à cœur en tant qu'élu dans cette région, c'est le renouvellement des générations. Quand on va sur les concours de foal qui se tiennent en ce moment dans le territoire, on voit bien que, par exemple, dans le sel français, la moyenne d'âge des éleveurs, elle est avancée fortement. Ce qui nous tient à cœur, c'est d'accueillir aujourd'hui les nouvelles générations. On a des centres de formation dans notre région qui sont très importants. On a beaucoup de candidates et de candidats à cette formation qui veulent aussi être cavaliers, mais qui veulent aussi être éleveurs. Or, la colonne vertébrale de notre production d'élevage, c'est bien justement de continuer à faire naître de nombreux poulains, de continuer à être excellent dans la construction génétique. Pour cela, il faut de la formation, il faut des outils, il faut des sièges d'exploitation, il faut donc de la transmission de ces sièges d'exploitation pour accueillir des jeunes, ce qui n'est pas évident lorsque 80% de ces jeunes ne sont plus issus du milieu familial. Ça veut dire que donc on doit être ouvert à la transmission, et donc pour cela il faut mettre des outils en place, des outils de concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, mais pour que ces outils fonctionnent, il faut aussi des budgets, des moyens. Et c'est ce que nous avons souhaité, y compris en faisant appel, bien sûr, aux fonds européens. Donc l'installation des jeunes agriculteurs, il y a encore un certain nombre de barrières à lever, parce qu'effectivement, nous sommes dans une région de tradition d'élevage avec une superbe cohabitation entre l'élevage des bovins, bovins lait, bovins viande, mais aussi tous les autres élevages dans tous les systèmes agricoles de notre région, et la filière équine cohabitent très bien, je dirais s'insèrent très bien, c'est une complémentarité, je dirais même au-delà d'une niche, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une valeur économique durable. On n'est pas une région uniquement pour faire du transit de chevaux, j'y tiens vraiment, on est aussi une région où on doit continuer à inscrire dans nos racines définitivement l'élevage, parce que c'est ça qui va permettre de garder l'excellence normande dans les années à venir. Voilà, donc on est vraiment attaché à ce que ça continue sur cette diversité régionale, cette territorialisation des éleveurs, parce que c'est aussi ça qui tire vers le haut tous les métiers autour du cheval. Lorsqu'il y a des installations, il y a des fabricants de matériel et de matériaux pour ces éleveurs. Et puis, je dirais, il y a aussi l'ambiance avec tous ces éleveurs, je dirais, qui sont quelque part tous les concurrents des uns des autres, mais qui sont aussi une vraie famille pour construire avec les associations comme Cheval Normandie, par exemple, eh bien, une vraie fédération d'éleveurs qui travaillent main dans la main et qui tirent vers le haut cette dynamique. Donc, c'est le rôle d'un élu, c'est le rôle d'une collectivité territoriale, c'est une volonté politique et nous en sommes là aujourd'hui. Une toute petite incise, mais on fera court d'ailleurs. Un élu, un conseil régional qui aujourd'hui a travaillé en synergie totale avec les autres collectivités normandes, les 3 conseils généraux, les agglomérations différentes pour être ensemble au village des Jeux. Je crois que c'est important aussi de le souligner, merci de le dire. Je dirais, ça vient de loin, c'est le travail en commun dans la construction aussi des sites dont nous sommes fiers aujourd'hui. Si on parle du pôle hippique, dont il sera question tout à l'heure autour du haras de Saint-Lô, si on a le projet du pain dont le président Laurent Beauvais parlait tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a ce partenariat. D'abord, ça repose sur une idée et une volonté avec les éleveurs, et le Conseil des chevaux notamment est vraiment une des colonnes vertébrales, je dirais, dans cette affaire, faire en sorte que l'on définisse des vrais projets associant l'ensemble des collectivités locales, l'ensemble des collectivités territoriales, et de faire en sorte bien, que ce soit au service de cette filière. Et donc, naturellement, le village des Jeux, qui rassemble aujourd'hui toutes les compétences de cette région, et bien au-delà, je dirais, du monde, parce que dans cette affaire, nous avons accueilli et nous accueillons le monde, eh bien, je vous invite à aller découvrir vraiment toute l'excellence normande dans le village des Jeux. La boucle est bouclée. Nous avons vraiment, là, dans cette région, tout l'ensemble qui est construit, qui est accompagné et qui est dans la dynamique pour préparer les 15 ans à venir, puisque dans le cadre de la construction de ces Jeux, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle l'élan des Jeux, pour dire que pendant 15 mois, nous préparions, pendant 15 jours,
nous sommes ravis d'accueillir avec une lourde responsabilité, mais pour les 15 ans, eh bien, c'est toute la filière et je dirais la relation ville-campagne qui va permettre de tirer vers le haut cette filière. Le boulot reste à faire. Le boulot reste à faire et associer surtout les jeunes, les écoles et le vivre ensemble. Merci. Frédéric Chauvel, vous n'êtes pas du tout éleveur. Votre enfance et votre adolescence, c'est plutôt les mathématiques et la physique en classe préparatoire, donc milieu. Et bref, le hasard des nominations fait que vous démarrez une carrière dans les haras nationaux. Et vous découvrez une passion et puis autre chose. En termes plus jargonneux d'économiste, vous découvrez ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème favorisant. Vous allez nous expliquer comment vous voyez cette Oui, effectivement, moi je suis arrivé dans la filière un petit peu par hasard. Au départ, je suis d'une formation ingénieur et fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Et je me suis retrouvé effectivement dans la filière équine en arrivant aux haras nationaux pour jouer un rôle d'interface entre le monde des haras nationaux et les élus, régions, départements et collectivités, quoi. Et donc, moi, j'en avais une image, comme beaucoup, je crois, aujourd'hui, que le monde du cheval, c'est un monde de passionnés, des gens qui adorent passer leur temps avec les chevaux, dans les écuries, voire même des passionnés aussi des paris qui sont en train de regarder Equidia ou sur les hippodromes à parier. Voilà, ce monde de passionnés, quand j'y suis rentré, c'est effectivement ça que j'ai découvert. Mais j'ai trouvé d'autres passions, je dirais les passions pour le métier, le savoir-faire, la passion de développer sa propre filière. La passion qu'on entend dans le discours de Paul Essercial sur le fait de se regrouper ensemble pour pousser le développement de cette filière. Et donc, derrière, on voit bien qu'il y a quand même autre chose qu'une simple passion qu'on pourrait qualifier de loisir. On arrive bien sur une filière économique en tant que telle. Et qui dit filière économique, à ce moment-là, on peut la regarder avec un autre regard. Et je pense que c'est ça que des fois il faut avoir sur cette filière, puisqu'on est un petit peu bloqué par notre culture de ce cheval, un petit peu l'animal préféré, préféré peut-être après le chien, mais je veux dire l'animal de compagnie, avec tous les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure en matière de fin de vie. Et donc si on l'approche autrement, on se dit oui, effectivement, c'est une filière économique, elle a ses propres produits, des chevaux à vendre certes, mais aussi des aliments, des équipements. C'est une filière qui a ses propres développements, elle vit dans la concurrence, elle vit dans la mondialisation. On est quand même dans une situation où des investisseurs peuvent choisir d'investir dans un haras en Normandie ou en Irlande ou ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment dans une concurrence mondiale comme d'autres filières. Et c'est une activité économique dans laquelle on voit de la croissance. On l'a évoqué là tout à l'heure avec le nombre d'emplois créés, le nombre de chevaux qu'il y avait de plus en plus en Normandie. La croissance qui peut se développer aussi avec l'innovation, la recherche. Et c'est ça qui va être notamment développé tout à l'heure dans une autre partie. Donc quand on change ce regard sur la filière, moi j'ai trouvé qu'on pouvait y appliquer d'autres choses. Et on a travaillé donc à un moment donné à ce que vous avez appelé l'écosystème favorisant, ou ce qu'on appelle les clusters, ça a été cité dans l'introduction tout à l'heure, la notion de cluster, de concentration d'acteurs, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans un monde qui se mondialise, un investisseur, il a intérêt à investir à l'endroit où il a le plus de chances d'être au plus haut. Comme disait Paul Essercial, voilà, il faut être à la pointe, etc. Je veux dire, ça ne change pas grand-chose aujourd'hui d'investir dans un pays ou dans un autre. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait le plus de chances que notre investissement soit le plus rentable. Et où est-ce que ça va être le plus efficace ? C'est à l'endroit où on a plus de chances d'être le plus à la pointe, le plus innovant, et donc là où les gens vont être le plus en relation entre eux, quoi. Donc cet écosystème, donc c'est un mot un petit peu compliqué, mais c'est ce que décrit Paul Essercial tout à l'heure en disant il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit unis, etc. Mais, avec méthode. Avec méthode, voilà. C'est-à-dire il faut effectivement qu'il y ait une mise en relation du secteur de la formation avec le monde de l'entreprise et avec le monde de la recherche. L'exemple type d'un cluster que je trouve toujours un peu clair, mais c'est dans l'aéronautique, c'est clair qu'effectivement, être élève ingénieur dans une école qui est basée à Toulouse, faire son stage d'ouvrier dans l'usine d'Airbus et faire son stage de recherche chez des spécialistes fait que l'élève va être le plus à la pointe, que l'entreprise va avoir des élèves qui connaissent aussi le monde de la recherche puisqu'ils sont à côté, que les chercheurs vont s'occuper de sujets qui intéressent l'entreprise puisqu'ils sont les uns et les autres en train de parler ensemble. Et ça, c'est le principe du cluster, du pôle de compétitivité qu'on a créé ici et développé. Mais il y a encore, je pense, plein d'avenir à cette filière, plein de possibilités de développement
en jouant cette carte de la coordination des acteurs, de les mettre en relation et de toujours tirer vers le haut, comme on le disait tout à l'heure. La coordination entre la production, le trépied, c'est production, formation, innovation. Voilà, derrière innovation, il y a la notion de recherche, effectivement. Monsieur Schumacher, on dira les deux. Si vous voulez un micro. Alors c'est pareil, vous êtes l'anti-profil de Paul Essartial et de François Dufour, parce que vous m'avez dit en préparant ces assises, et j'ai retenu l'expression, je suis rentré dans le monde du cheval par effraction. C'est-à-dire que vous êtes un industriel, vous avez dirigé plusieurs entreprises dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vous êtes aussi toujours industriel. Vous tentez une aventure dans le bâtiment avec des maisons à bas coût, mais c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que vous avez de nombreuses cartes et que vous êtes jamais. J'avais titré Monsieur Schumacher a plus d'un cheval sous le capot. C'était peut-être pas très élégant, mais ça dit bien ce que vous avez. Vous êtes donc très aventurier. La filière équine, vous l'avez découverte en prenant la présidence du COREN, le Comité régional d'équitation de Normandie, structure déconcentrée de la FFE. Et sur cette filière, sur ce monde équin, vous avez bien des choses à dire de positif. On peut peut-être commencer par les bonnes nouvelles, mais vous êtes aussi assez critique. D'abord, quelle filière? Quelle filière? Parce que ce monde du cheval, c'est d'abord deux mondes différents. Il y a le monde des courses, et nous ferions bien, l'autre monde, de nous inspirer quelquefois sur sa capacité à parler, à s'organiser, à fixer des objectifs. Et puis, il y a le monde des chevaux de sport, qui est un fatras de personnes, d'organisations, de structures, qui, prises individuellement, sont extrêmement intéressants, performants, qui présentent des intérêts majeurs. Est-ce au service de cette partie de la filière équine, qui est la filière des chevaux de sport? Je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas encore la réponse parce que aujourd'hui, l'ensemble de cette filière sportive perd de l'argent, est sorti de l'écran radar économique. Les éleveurs ne sont ni connus ni reconnus. Ils ne savent pas sur quelle base construire leur élevage. Ils ne savent pas quels objectifs on en attend. Les clubs équestres perdent de l'argent. Ceux qui ont gagné équilibre, ceux qui équilibraient perdent de l'argent aujourd'hui. Ils sont plus de 600 dans notre Normandie, puisque dans les sports équestres, il n'y a qu'une Normandie. Et je suis très inquiet de leur situation et de leur avenir. Parce que ceux qui organisent les concours ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et parce que, en bref, dans ce monde, dans cette filière, entre guillemets, seuls peuvent gagner de l'argent les marchands de chevaux, et encore, les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont vendu le cheval avant de l'avoir acheté. Alors, est-ce que cette situation est une situation qui est inéluctable? Eh bien non. Vous faisiez référence au fait tout à l'heure que j'exerce mes activités dans un certain nombre de mondes du service, de l'industrie, que ce soit en France ou à l'étranger, et ceci depuis un tiers de siècle. Eh bien, je ne connais aucun de ces mondes qui soit aussi riche d'intervenants, aussi riche de personnalités, aussi riche d'organismes, aussi riche de centres de recherche, aussi riche de centres d'enseignement, aussi riche d'accompagnement de politique. Aucun d'entre eux n'ont tout ça, et ils se débrouillent mieux que notre fameuse filière. Alors, que faisons-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes responsables. Je suis responsable de cette situation. Et il faudrait aujourd'hui que nous nous posions la question, que faut-il faire aujourd'hui pour faire évoluer les choses dans cette filière du cheval de sport? Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est que peut-être quelques personnes, peut-être sont-elles dans cette salle aujourd'hui, construisent une charte de cette filière. Une charte de cette filière, c'est qu'est-ce qu'un éleveur? Que doit-il produire? Qu'attend-on de lui? De la naissance jusqu'à 3 ans?
comment se passe la vie du poulain. À partir de 3 ans, qui le prend en charge? Pourquoi faire? Dans quel but? À partir du moment où le poulain doit quitter l'élevage, il quitte l'élevage pour aller où? Pour être vendu? Vendu à qui? Comment? Pourquoi ne sommes-nous même pas capables de faire ce qu'ont fait les agriculteurs il y a 40 ans en créant les premiers centres d'allottement de bovins? Eh bien, des centres d'allottement de jeunes chevaux. On peut peut-être essayer d'harmoniser la présentation de nos jeunes chevaux pour leur donner un faciès, pour leur donner une reconnaissance, pour faire en sorte que des acheteurs potentiels sachent plus exactement ce qu'ils ont en face d'eux. Et puis ensuite, quand on essaie de mettre en valeur les chevaux, là encore, on met en valeur les chevaux comment? Pour qui? En poursuivant quel type d'objectif et pour faire quoi de ces chevaux? Eh bien là encore, cette somme de fonctionnement individuel n'est aujourd'hui pas satisfaisant, ni pour les intéressés, ni pour la filière en général. Et donc, quand on se sera livré à tout ce travail et qu'on essaiera de construire ce fil d'Ariane qui nous manque, eh bien, je serai un petit peu plus optimiste. Je serai plus optimiste parce que toutes celles et ceux dont j'ai parlé tout à l'heure et qui existent aujourd'hui et qui représentent des atouts formidables pour cette filière équine sauront enfin comment se positionner. Et on saura comment les utiliser, et ceci au profit de l'ensemble de la filière. Merci, monsieur. Alors, je pense que Paul Estorcial ne va pas manquer de réagir à ces propos assez vifs, comme nous les aimons. Peut-être réagir maintenant. Et il y a aussi une question juste après, Xavier. Une question que vous poserez. Je préférais la poser maintenant parce que je pense que je vais faire la synthèse de l'intervention de Paul et de celle de Guy. Juste une question. Vous attendez donc cette unification, cette réunification, afin de travailler en commun, être en position de force vis-à-vis des pouvoirs publics et d'apparaître bien plus musclé. Je suis surpris, tout simplement. Et avez-vous invité le président Lecomte? Parce que je veux dire, il n'est pas là. C'est le président de la Fédération française d'équitation. Vous affichez sous le sigle du COREN, mais le principal interlocuteur, celui qui manque ici à cette table, à mon avis, fait défaut. Je peux répondre en tant qu'organisateur. Le président Lecomte a été invité, il a reçu un mail, mais jusqu'à ce matin, nous n'avons eu aucune nouvelle de Paris, de la Fédération française d'équitation. Bien évidemment, on peut aller chercher les gens par la main, mais s'ils ne répondent pas, ce n'est pas facile de dialoguer avec eux. Non, mais parlons des gens qui sont là plutôt que de ceux qui ne sont pas là. Et avec les gens qui sont là, essayons de construire quelque chose, tout simplement. Bon, voilà, Xavier, la réponse à votre question. Non, parce que les sports équestres et les éleveurs de sports équestres représentent largement, en nombre en tout cas, et en qualité également, on l'a vu hier avec la victoire de ce cheval élevé en Normandie, représentent largement, ce sont un poids unique sur la filière, et une grosse composante de la filière. Non, mais c'est un poids énorme qu'a la Fédération française d'équitation, qui, je comprends, je ne sais pas s'il a peut-être délégué une personne aujourd'hui. Il y a peut-être un qui est le délégué de la fédération ici, non? Personne? Ah ben voilà, c'est Louis Romanet. Alors, bon. Écoutez, je suis le président de la structure déconcentrée de la FFE en Normandie. C'est vous, voilà. Ça. Non, moi, je n'ai pas à prendre parti là-dessus. La fédération, est bien entendu, sera accueillie quand elle le désirera. C'est un manque certain que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, elle peut venir quand elle veut, où elle veut, et on va continuer à faire ces assises. Et je suis persuadé que l'année prochaine, elle sera parmi nous. Je l'espère. Très bien. On reprend les débats sur la Normandie, le labo, à moins que Xavier, tu souhaites... Voilà. Tu souhaitais pointer ce sujet de la FFE, mais qui pourrait constituer un sujet d'assise à lui tout seul, je crois. François. Moi, je voulais, pour rebondir un peu sur ce que disait M. Schumacher tout à l'heure, vous avez énuméré ce qu'on aurait pu faire les uns les autres, et surtout, je suis tout petit éleveur, mais je sais que lorsque l'on est obligé de garder des poulains pendant des années avant de commencer à trouver un éventuel intéressé du cheval, avec notamment une
forcément une pléthore de chevaux sur le terrain, ça peut et ça décourage les éleveurs. Et il est vrai que si on allait sur une comptabilité analytique dans les exploitations agricoles entre les activités de l'élevage bovin et la complémentarité que sont quelques poulinières, il est bien évident que l'activité en elle-même sur le cheval serait complètement déficitaire. Elle est complètement déficitaire. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui, j'ai parlé de l'installation de jeunes tout à l'heure, que de penser qu'un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui a une passion pour le cheval, je dirais même qui n'a pas d'argent du tout, quand a-t-il des fois des cautions pour aller voir le banquier, puisse vivre du jour au lendemain de cette activité. C'est un vrai problème. Maintenant, je crois que ce qui est une grande avancée en ces temps derniers, c'est d'être capable de rassembler l'ensemble des forces autour du cheval de ces régions pour, je dirais, construire des outils. Mais encore faut-il que ces outils servent. Je vais prendre l'exemple du pôle hippique de Saint-Lô. La région Basse-Normandie, le département de la Manche, le fonds Éperon et un certain nombre d'autres partenaires, 14 millions d'euros d'investissement en l'espace de 8 ans. Aujourd'hui, et la journée du 5 septembre à Saint-Lô va être très très importante, et je vous invite vraiment à venir vers le département de la Manche pour ces chevaux de sport, eh bien, c'est un centre de commercialisation, c'est aujourd'hui l'aboutissement d'un outil au service de la filière dans son ensemble, qui a été voulu. Maintenant, je crois qu'il faut qu'avec cela, nous essayions en même temps de construire et de redonner le moral aux troupes pour que demain, effectivement, on puisse transformer ces générations en nouveaux éleveurs, en professionnels de l'équitation, pour qu'ils y vivent. Mais le reste à faire. Quand j'ai dit ça, au sein d'une région, il est bien évident que ça n'a pas grand poids si vraiment il n'y a pas toute une dynamique qui s'installe. Et là, ça rejoint d'autres instances qui me dépassent. Paul Essartial. Je voudrais simplement rajouter, les conseils des chevaux ont été faits justement pour rassembler. Et pour rassembler, il faut des moyens financiers. Nous avons créé les courses, et je dois remercier le trot et le galop d'avoir participé au fonds Éperon. C'est 10 millions d'euros chaque année qui sont alloués, autres que les courses, sur des projets structurants et valorisants. Sachez bien que ces 10 millions se transforment en 30 et une année 35 millions d'euros d'investissement en France. C'est considérable parce que vous le savez comme moi, c'est l'investissement qui crée l'emploi. Et aujourd'hui, vous avez des grands centres ICAS qui se sont construits. Vous avez le centre de pathologie de Losulé qui s'est construit, Saint-Lô qui s'est construit avec des moyens financiers. Le Pin demain, parce qu'on n'a pas de moyens. Il faut des fonds propres pour avoir des fonds européens. Si vous n'avez pas 20% de fonds propres, vous n'avez le droit à rien. Donc ces 10 millions ont un effet tremplin considérable et c'est des courses qu'ils font dans un esprit de solidarité. Donc nous ne demandons rien, nous demandons simplement à avoir une politique du cheval cohérente en France, que vous disiez les uns et les autres il y a quelques instants, et apparemment c'est souhaité. Donc je pense que l'avenir, vous savez, la machine avance quand même. Et les courses continueront à être solidaires du système tant qu'elles le pourront, bien entendu. Mais encore une fois, c'est un ensemble qui gagne. On ne gagne jamais tout seul. Donc c'est quelque part la même ordonnance que M. Schumacher, c'est la même ordonnance, mais vous êtes moins pessimiste. Vous voyez un peu de bleu dans un ciel chargé de nuages gris. D'abord, je ne suis pas pessimiste du tout. Je ne suis pas pessimiste du tout. Je fais un état des lieux en précisant que nous disposons d'un arsenal de moyens qui sont inconnus dans les autres secteurs économiques, sur lesquels Paul vient encore de rajouter le fait que le monde des courses est solidaire et nous apporte des contributions, dans lesquelles j'ai retenu que M. Dufour dit que les politiques, que la région est vraiment prégnante sur l'activité et essaie de faire tout ce qu'elle peut pour aider à son organisation. Donc je ne suis pas pessimiste, je hurle simplement d'observer que malgré tout ça, il ne se passe pas grand-chose, que nous perdons de l'argent et qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, si ce n'est que je ne suis pas compétent, qu'il faut rechercher parmi nous celles et ceux qui sont aujourd'hui capables de faire bouger les choses, parce que nous avons tous les éléments pour les faire bouger. Et je le répète, il n'y a aucune raison que nous restions dans cette situation de passivité et dans cette situation de perte de repères économiques dans lesquels nous vivons. Alors, vous terminez sur repères économiques. Il y a quand même un dossier sur lequel la filière n'a pas avancé, n'a pas uni, c'est celui de la TVA, je veux dire, où chacun s'est défendu comme il l'a pu, mais c'était vraiment en ordre dispersé, et on voit où on en est aujourd'hui. Et puis j'ai entendu tout à l'heure un intervenant qui disait que les effets pervers étaient encore pour demain, quoi.
Les effets pervers, nous ne les rencontrerons que l'année prochaine, puisque nous sommes dans une phase transitoire. Est-ce que c'est une urgence quand même, ça, non? Non, mais attendez, c'est pas une urgence, parce qu'une urgence, c'est un problème à régler. Cette question, c'est une question qui fait partie aujourd'hui du passé, que la gestion de cette question de la TVA a été faite comme elle a été faite. Pour moi, elle a été faite avec un sens très aigu de l'amateurisme par rapport au professionnalisme, mais maintenant c'est fait. Maintenant, c'est fait. Donc, nous allons en subir les conséquences et malgré ça, recherchons des pistes qui nous permettent de faire en sorte que les acteurs économiques, les éleveurs, les organisateurs de concours, les centres équestres et bref, tous celles et ceux qui veulent valoriser le cheval puissent, avec leur métier, en vivant de leur passion, gagner de l'argent. Moi, j'ai envie de poser la question à Paul. Paul, c'est mort, vraiment, la TVA? On ne peut pas revenir en arrière? Il n'y a aucun espoir? En politique, on n'est jamais mort. Vous le savez, les uns et les autres, jamais on est mort quand on fait de la politique. Donc rien n'est mort actuellement. Mais encore une fois, je l'ai dit et je le répète, il faut grouper. Si on n'y va pas, si on y va le trot d'un côté, le galop de l'autre, et particulièrement à Bruxelles, aucune chance. Aucune chance. Ils en prendront encore un peu plus parce que vous n'aurez pas crié assez fort, ensemble. Alors le problème, il est là où on est trop riche et on fait ce qu'on fait. Et actuellement, nous sommes tous trop riches ici, il faut le savoir. Moi, je le dis clairement, tout le monde, et vous dites que vous êtes pauvres, vous êtes tous trop riches, parce que vous n'êtes pas capable de vous associer. Alors, tant que vous ne serez pas capable de vous associer sur les sujets fiscaux, sociaux, d'environnement, enfin les 5 ou 6 sujets qui font partie de notre environnement naturel, eh bien, on vous en prendra toujours un peu plus, je vous le dis. Clairement, aujourd'hui, moi, je suis un vieux de la vieille. Eh bien, tant que vous ne criez pas au scandale et avec des objectifs, c'est-à-dire quand vous arrivez, il ne faut pas dire c'est trop, je veux telle et telle chose. Et quand vous arrivez ensemble et que vous avez des objectifs bien déterminés, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous résiste. Xavier ? J'avais envie encore de dire quelque chose sur la TVA. Tout à l'heure, il y avait un tableau et vous voyez que 75% de l'activité générée ici en Normandie, c'était l'élevage. 75%. Bon, si on dit élevage, c'est agricole, je veux dire. Donc, c'est pétri de bon sens. Et pourtant, ces activités sont devenues tellement sophistiquées par ailleurs, avec l'implication du jeu, avec le sport qui évolue avec d'autres objectifs, qu'effectivement, il devient de plus en plus difficile de revenir à cette notion agricole. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas le seul argument qu'on peut faire prévaloir? Parce que ça reste des animaux quand même. C'est le mariage entre le commercial et le monde agricole, qui est toujours très difficile à faire passer. Entre un club hippique et un éleveur de 3 juments dans la Manche, ce n'est pas du tout les mêmes intérêts. Donc c'est là où il faut travailler ensemble et justement avoir front commun entre le monde agricole qui est... S'il n'y a pas de monde agricole, il n'y a pas de chevaux demain, il n'y a plus de chevaux, hein, c'est clair. Donc il faut savoir unir les deux et que certaines personnes en prennent conscience, et particulièrement les jeunes, car leur avenir en dépend. Nous, on fait partie des anciens. Mais les jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, si vous ne prenez pas votre destin en main, croyez-moi, on va vous laminer. Donc aujourd'hui, nous, on s'est battus, les trotteurs, je parle des trotteurs. On était des jeunes il y a 40 ans. On s'est battus justement pour se régénérer. Nous sommes... Vous dites toujours, Paul, que vous avez été révolutionnaire. Oui, non, mais je le suis encore un peu, mais un peu moins qu'avant. Non, mais je veux dire par là que quand on est jeune et qu'on a de l'ambition et qu'on a un avenir dans une profession, car où on est professionnel ou on ne l'est pas, si vous n'êtes pas professionnel, alors vous êtes amateur, vous n'avez pas besoin d'argent. Je vous le dis clairement. François. Oui, sur l'installation, par exemple, de jeunes futurs éleveurs, les aides... qui sont les aides nationales classiques à l'installation des jeunes, eh bien aujourd'hui, il y a une vraie problématique à lever, c'est le fait qu'elles ne sont pas adaptées pour des jeunes qui ont suivi un parcours autour de la formation, notamment autour du cheval, et qui n'ont pas suivi le cursus officiel des installations agricoles classiques. Donc il faut que ce soit levé. Alors c'est par le dialogue entre la profession agricole dans son ensemble, à partir du moment où on est inscrit à la MSA et que l'on dépose un dossier pour obtenir un certain nombre d'aides, il faut qu'il y ait une transversalité et un dialogue pour permettre de lever ces ambiguïtés. En ce qui concerne la région, en tous les cas, dans le cadre des échanges et du dialogue que nous avons avec l'ensemble des partenaires, nous essayons d'accompagner au maximum, y compris les jeunes,
ou les moins jeunes, c'est-à-dire entre à un moment donné dans la vie, un retour dans l'installation et dans le développement économique autour de la filière, eh bien, nous accompagnons à travers nos différents budgets et nous faisons en sorte que les fonds européens rentrent aussi dans cet accompagnement. En tous les cas, cette région, il y a une volonté de le faire, nous le faisons, mais il reste un certain nombre de choses à faire évoluer sur le plan national notamment. Merci François. Alors, on va passer la parole à la salle. Avant ça, j'ai une bonne nouvelle. Comme ça, ils pourront se voir, dialoguer. Paul Essartial et Guy Schumacher vont se fiancer mercredi. On est déjà fiancés, on va se marier. Vous allez vous marier. Bon, ça va encore plus vite que je l'imaginais. Tout simplement pour vous annoncer donc, la fusion du Conseil régional des chevaux de Basse-Normandie et du Conseil régional des chevaux de Haute-Normandie, qui dorénavant feront le Conseil régional des chevaux de Normandie. Donc au moins, vous allez... J'ai senti qu'il y avait un besoin de dialogue entre vous deux. Donc au moins, vous allez pouvoir vous rencontrer autour de la table. Nous avons pensé que groupés, nous serions plus forts. Vous voyez déjà. Donc voilà. Très bien. Donc sur ce carnet rose, il y a un micro qui est à votre disposition. Et si une main se lève, le micro... se dirigera vers la main qui se lève. Je ne sais pas où est le micro-baladeur. Oui, ça y est, il arrive derrière vous. Il y a plusieurs questions. Voilà, monsieur là-haut. Oui, bonjour, Pierre Julienne. On a parlé beaucoup de formation, de professionnalisation. Si vous voulez vous présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Pierre Julienne, je crois, je l'avais fait d'entrée. Le micro marche? Non, j'entends pour le retour, oui. Pierre Julienne, oui, je voulais intervenir. On a parlé beaucoup d'économie, de formation, de professionnalisation. Or, nous avons un énorme handicap, c'est d'avoir des entreprises dans lesquelles on a beaucoup de mal à faire un budget prévisionnel. Comment peut-on encore aujourd'hui parler de professionnalisation, d'économie, quand vous avez l'ambition d'installer un jeune ou un moins jeune, ou même une entreprise existante, qui n'est pas capable de faire un budget prévisionnel? La filière des chevaux de sport a fait des études technico-économiques pour l'installation des jeunes. Les courses ne l'ont pas fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que le galop a avancé? Je crois peut-être un petit peu. Le trot, non, puisque je connais plus particulièrement cette filière. Et voilà, la question, c'est de parler économie, oui, et pour parler économie, d'être capable de faire des budgets prévisionnels pour installer des jeunes et faire fonctionner des entreprises. Ça veut dire clairement séparer le propriétariat des chevaux, parce que quand on est propriétaire d'un cheval, on est absolument dans l'impossibilité de faire un prévisionnel. Quand on est professionnel en tant qu'éleveur pour des tiers, en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur de jeunes chevaux, que ce soit pour les ventes, pour le débourrage, etc., là, on est capable de faire fonctionner une entreprise dans des conditions économiques satisfaisantes. Voilà la question que je voulais soulever. Une réponse courte de Frédéric Chauvel ou de Paul, que vous voulez? C'est pas une réponse, mais je voulais juste faire un commentaire par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on veut appliquer le modèle d'un agriculteur classique. Et c'est vrai que le prix du lait, on peut faire un prévisionnel ou des choses comme ça. Il y a une partie des activités que vous avez citées où on peut faire effectivement un prévisionnel, mais il y a certaines activités qui dépendent du résultat et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose question et on ne peut pas appliquer exactement le même schéma. Moi, une fois, j'ai eu l'occasion de présenter la filière équine à un économiste qui connaissait pas du tout le secteur. Et il trouvait qu'il y avait un parallèle à faire avec l'industrie du disque ou l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que quand vous faites un film à Hollywood, vous ne savez pas la recette que ça va vous donner à la sortie. Et de la même façon, quand vous élevez un étalon ou un cheval de sport, vous ne savez pas quel prix vous allez le vendre à la sortie. Et voilà, il va y avoir un jour un cheval qui va vous payer finalement d'autres chevaux où vous allez avoir perdu de l'argent. Et ça, c'est une économie un peu différente. Et quand j'entendais ce matin la question qui se pose autour de la concurrence des sites de Paris à l'étranger et tout ça, quelque part, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à la problématique qu'a vécue l'industrie du disque, l'industrie du cinéma, avec ce lien sur Internet direct, etc. quoi. Et je crois qu'il y a des choses à regarder de ce côté-là, parce qu'on ne peut pas appliquer exactement les mêmes choses. Et quand M. Dufour dit effectivement l'installation des jeunes agriculteurs, des jeunes dans le domaine équin, où là on est vraiment sur une proportion de jeunes qui ne sont plus issus d'une famille qui a déjà un élevage qui est importante, peut-être que là aussi, il faut regarder les choses comme d'autres entreprises. Quand on crée une entreprise, un jeune qui crée une entreprise, en général, il n'a pas obligatoirement les fonds. Il va chercher des investisseurs et après, il a des actionnaires de son entreprise et il a monté son entreprise. Donc, il y a effectivement un regard aussi peut-être un peu particulier à avoir sur la filière qui est différent. Vous avez la réponse dans la dernière partie de votre intervention. Séparons la partie risque qui est liée au jeu, au loisir et laissons-la
à des investisseurs qui en même temps viennent chercher un loisir, et que les métiers, les professionnels se fassent autour de la prestation au service de ces investisseurs et de ces gens qui prennent des risques au regard du loisir qu'ils en retirent, parce que vous ne pouvez pas envoyer des jeunes ou même des moins jeunes dans des entreprises quand ils ne sont pas capables de faire un budget prévisionnel et de savoir à minima la borne basse et la borne haute de leur entreprise. Voilà. Merci, monsieur, pour cette question. Une autre question avant de passer au grand témoin. J'ai vu la main qui se lève. Voilà, c'est ça. Si la personne, vous avez repéré, on va prendre que 2 questions parce que je ne voudrais pas avoir... Non, mais avant vous, monsieur, il y avait le monsieur à la chemise président Lucas. Merci, Xavier. Oui, si vous permettez, je voudrais situer l'équitation par rapport aux autres sports. Le football, vous le ferez bien évidemment en quelques secondes. Oui, bien sûr. Le football a plus de 2 millions de licenciés. Le tennis, 1 200 000 et l'équitation, près de 700 000. Il faut savoir que les aides des collectivités locales pour le football et le tennis sont très larges. Et la particularité de l'équitation, c'est qu'elle est gérée en nom propre, essentiellement par des familles, pour 80% des centres équestres. Et ces structures sportives ne bénéficient ni de subventions d'investissement, ni de subventions de fonctionnement. Il y a une totale disparité entre l'équitation et les autres sports. Et de surcroît, ces structures équestres paient TVA et impôts. Il faut savoir que le chiffre moyen des centres équestres, c'est 1 000 € par mois, le bénéfice net, 1 000 € par mois. Et la masse globale de chiffre d'affaires des centres équestres, c'est un peu moins d'1 milliard, à savoir 900 millions, avec une TVA qui était à 5,5% il y a 2 ans et qui avait pour objectif gouvernemental de passer à 20%. Je vous laisse imaginer le désastre. Alors, il faudrait que les gouvernants prennent conscience que payer des impôts et la TVA, on veut bien, mais il ne faut pas manger l'œuf et la poule. Président, je vais répondre très rapidement. Vous avez essayé de comparer l'organisation des sports équestres à celle du football et de l'athlétisme par des piscines. Effectivement, ce sont en général des professionnels qui animent ces structures-là. Ce sont très souvent des familles qui travaillent pour leur propre business. Donc on ne peut pas comparer la réalité des associations sportives qui président aux destinées du foot et des autres sports dont vous avez parlé avec celle de l'équitation. La donne est totalement différente. Mais je suggère alors aux responsables des collectivités locales de sacrifier un budget chèque sport équitation en compensation. Il faut savoir que tous les contribuables que nous sommes, nous payons des taxes locales pour financer les sports qu'on ne pratique pas. Merci. Je prends encore une question. Et bien évidemment, tous ces sujets pourraient permettre des débats, mais c'est aussi l'objectif de ces assises, c'est d'en conserver pour la seconde édition, la troisième et la suivante. Monsieur. Bonjour, donc Thierry Valnet, expert comptable et cavalier amateur. Donc je pense que le problème, ce n'est pas un problème de maîtrise des bilans ou des plans prévisionnels, c'est le problème d'un environnement totalement instable. On a parlé de la TVA, je ne reviendrai pas dessus, mais les rythmes scolaires, par exemple, font autant de mal aux revenus des poney clubs que sur la TVA. Et sur la TVA, on voit que les professionnels sont particulièrement armés, puisque maintenant, on voit fleurir des montages juridiques aussi sophistiqués que dans les entreprises du CAC 40, avec un poney club sous forme d'auto-entreprise, un club qui va louer ses installations, tout ça pour essayer de moyenner un taux de TVA à 10%, qui, bien évidemment, dans quelques années, sera remis en cause dans le cadre des contrôles qui ne manqueront pas d'arriver. Donc l'équitation, elle est victime, comme plein d'autres secteurs, d'une instabilité juridique qui fait que plus personne ne sait sur quel pied danser. Merci pour votre témoignage. Je vous propose, pour conclure cette table ronde, merci pour les applaudissements, de revenir à notre sujet premier, la Normandie. Et merci, messieurs. Je vous demande de rester assis encore quelques minutes. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir avec Xavier Rainer Engelke. J'ai l'habitude de vous présenter sur, je l'ai dit tout à l'heure, banquier allemand devenu paysan normand. Donc vous êtes de Brême, je crois, ou Hambourg. Oh, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même région. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Et Hambourg, et vous êtes installé près d'Échauffour, à Échauffour, dans l'Orne. J'ai envie de vous demander, mais quelle mouche vous a donc piqué de venir vous installer
en Normandie il y a une trentaine d'années? Oh, ça, c'est assez facile à répondre, mais laissez-moi commencer. Très tôt dans ma vie, j'avais 6 ou 7 ans, on m'a introduit dans l'univers des chevaux. Mes parents allaient chaque dimanche déjeuner à l'hippodrome d'Hambourg pour voir les chevaux, et il y avait là des courses au trot attelé. Mon père ainsi que mon grand-père couraient en amateur. À Hambourg, dans les années 50, il y avait des professionnels comme Frömming, Hürmann, Heitmann qui se distinguent plus tard à l'hippodrome de Vincennes à Paris. Frömming gagnait plusieurs prix d'Amérique. Heitmann gagnait en 1952 avec Permut cette course mythique. Il rentre en train et à la gare principale, on était 20 000 amoureux, je répète 20 000 amoureux des courses pour le célébrer, notre héros. Mais notre vrai idole se nommait à l'époque Charlie Mills, un Irlandais né sur l'hippodrome d'Hambourg, où son père était employé comme entraîneur. Mills s'installait après la guerre à Paris, et c'est lui qui a révolutionné l'entraînement de trotteurs en France. À l'époque, il drivait et entraînait une pouliche qui s'appelait Gillianotte, et qui est devenue une vedette internationale, inoubliable, un peu comme Ribot ou Siebert pour le pur sang. Mills courait plusieurs fois sa championne en Hambourg, et grâce à elle, les acteurs du trot, et les propriétaires aussi, commençaient à s'intéresser aux trotteurs anglo-normands, et surtout aux courses d'hiver à Vincennes. On commençait tous à rêver à courir à Paris. Pendant mes années d'apprentissage, j'ai découvert les courses en Suisse, à Zurich et à Bâle, en Angleterre, aux États-Unis, à New York, à Saratoga, et surtout à Roosevelt Raceway, aujourd'hui disparu. J'ai vu Rocky Pin gagnant le championnat du monde, et croyez-moi, avec les 5 ou 6 membres de la famille Levesque, de l'entourage de la championne, on était euphorique. C'est là où tout a commencé. Je commençais à sentir les grandes émotions qui peuvent libérer la victoire d'un cheval de course. À l'époque, j'avais surtout la chance de travailler une année à la Bourse de Paris. Là, le week-end, j'ai découvert les hippodromes qui m'ont magnétisé. Longchamp, Auteuil, Enghien, Vincennes, Chantilly, Maison Lafitte. Ça m'a fasciné. Naturellement, à l'époque, je commençais à rêver d'avoir un jour un cheval qui participait à une de ces courses. Plus tard dans ma vie professionnelle, je travaillais dans une banque et les voyages m'ont amené en Australie, Afrique du Sud, Lexington, Keeneland, Oslo, Stockholm. Bien entendu, j'ai toujours tout organisé pour avoir la liberté d'aller aux courses. Parallèlement à tout ça, j'ai lisé. Et j'ai commencé à collectionner les livres sur les chevaux, évidemment concentrés sur les courses et l'élevage. J'ai chiné beaucoup. J'ai découvert les Pluvinel, les Solezel et de la Guernière. Et j'ai surtout trouvé les 8 volumes de la France chevaline de Eugène Gaillot. J'ai trouvé le livre d'Ephraim Well, Traité de course au trot 1843, dans lequel il demandait un hippodrome de trot dans chaque ville. Évidemment, cela me plaisait. Huel fondait avec les éleveurs normands la Société d'encouragement pour l'amélioration du cheval français du demi-cent, ici, à Caen. Et c'était la naissance du trotteur français. Mais mon chef-d'œuvre est un petit bijou avec le titre « Le Merlereau, ses abaches, ses éleveurs, ses chevaux et l'ara du pain » par Charles de Hays. En 1855, il nous a expliqué qu'il y avait le meilleur abache du monde dans le Merlereau. Ça m'a convaincu. Grâce au livre, j'ai découvert la Normandie avec ses abaches, ses aras, ses endroits magiques comme Deauville en fleurs ou bien entendu l'ara du pain. L'ara du pain, lieu emblématique du cheval en Normandie. Pourquoi pas dans le monde? Au cœur de l'Orne et le triangle de l'or du Merlereau. Cet ara volé au début du XVIIIe siècle par Colbert et Louis XIV pour aider les éleveurs normands à produire des chevaux de guerre. Les chevaux achetés en Angleterre, au Danemark et en Allemagne commençaient à coûter cher et ils ont déstabilisé le commerce extérieur de la France. Déjà, à l'époque, on avait un petit problème. Ce minuscule détour dans l'histoire du cheval, en France, vous montrait que le cheval, avec l'élevage et les courses,
était toujours voulu et protégé par l'exécutif en France. Oui, la France a la culture du cheval. Le peintre comme Géricault, Delacroix, Alfred Dédreux, Toulouse-Lautrec, ou Degas avec ses tableaux inspirés en Normandie par l'hippodrome d'Argenton ont participé à créer cette culture et ont fait rêver plusieurs générations. Quelle belle publicité pour le sport que nous aimons tous. En Allemagne, j'avais toujours un ou deux pouliniens comme éleveurs sans sol. Je savais que gérer un haras fait partie des choses les plus difficiles de la vie. Et justement, la probabilité de l'échec m'a tenté. Je rêvais de courir avec un trotteur à Vincennes, le plus beau hippodrome du Trot du monde, et dans la plus belle ville du monde, Paris. Mais je savais, si vous voulez que votre rêve ait une chance, c'est en Normandie où il faut vivre votre passion. La Normandie est la région du cheval par excellence et un des meilleurs territoires du monde. Les terres agricoles étaient et le sont encore moins chères qu'en Angleterre, Allemagne ou le reste de l'Europe. Je savais qu'en Normandie, le cheval est l'ADN normand. Je savais en Normandie, les œufs équestres sont permanents. Je savais en Normandie, il y avait 130 000 chevaux et en France, plus que 70 000 emplois. Trop modeste, sans doute. Le Normand ne le clame pas assez et peut-être il ne se rend même pas compte. Brésilien, Norvégien, Autrichien, Qatarien, Allemand, Britannique, j'arrête. Le monde entier investit dans le Pays d'Auge, le bocage ornais et les terres de Cotentin. Je savais, la Normandie est la seule région au monde où on soit bon en trot, en galop et en chevaux de sport. Je savais que la France est le paradis pour tout ce qui concerne les courses de chevaux. Et malheureusement, ce n'est pas toujours reconnu. En 1983, le trot et le galop étaient de monde bloqué. C'est grâce aux visions de Paul Essentiel et de M. Lagardère et avec l'aide de Michel Rocard, ministre de l'Agriculture à l'époque, qu'on a créé un système ouvert à la démocratie et à l'autogestion. Aujourd'hui, le monde entier des chevaux nous admire pour ce travail. Quand il y a 29 ans, j'ai acheté ma ferme, il y avait, comme aujourd'hui, qu'un endroit où il fallait investir, et c'était la France. Pour la qualité de ses terres normandes, pour l'intelligence commerciale de ses dirigeants, pour tout qui concerne le cheval, je ne mentionne que le PME, avec ses milliers de boutiques, les deux chaînes du cheval d'Equidia qui nous font enivrer, France Gallo, la SCCF pour l'organisation de courses avec ses milliers de bénévoles, les ventes de pur sang et des trotteurs à Deauville, ou le prix d'Amérique à Vincennes, lac à Longchamp, et évidemment la qualité de tous nos professionnels et aussi les journalistes en France. Il n'y a pratiquement pas un journal où vous n'avez pas 4 pages de courses chaque jour. Nous sommes admirés et jalousés par le monde entier. Stendhal, vous vous souvenez, le rouge et le noir, nous a dit à la fin de sa vie, il avait découvert que la seule chose qui l'intéressait vraiment, c'était les émotions. Et pour provoquer les émotions, je suis venu en Normandie. Je les trouve dans mes herbages, dans l'Orne avec les pouliniers et mes poulains. Je les trouve aux courses parce que là, il y a un cocktail humain que je trouve nulle part dans le monde. Il y a le clochard et le président de la République ensemble pour vivre la beauté des courses des chevaux. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la mondialisation. Oui, il est évident, quand vous ne vous adoptez pas et quand vous ne progressez pas, notre système commercial va vous éliminer. Heureusement, nos dirigeants sont des visionnaires. C'est pour cela, à la fin des années 90, le premier conseil régional des chevaux a été créé pour financer des projets. Un fonds éperon qui s'appelle Encouragement aux projets équestres régionaux qui distribue 10 millions d'euros par an pour encourager les nouveaux investissements a été créé. Le monde de cheval en Normandie a créé la mondialisation déjà il y a longtemps, bien avant le reste du monde. L'éleveur normand a négocié depuis plusieurs siècles avec les pays étrangers. Il a acheté et vendu.
La Normandie s'est ouverte et a accepté les étrangers dans leur terre. Je n'ai pas peur de dire aujourd'hui, la mondialisation a été créée grâce aux chevaux en Normandie. Aujourd'hui, avec West-France, le premier journal Pâturage, nous avons organisé le premier assise de la filière équine. Je suis persuadé que cette grande rencontre professionnelle va devenir le rendez-vous annuel incontournable de tout le monde d'équin, qui, malheureusement, ne parle pas toujours avec la même voix. On vient de le témoigner tout à l'heure. J'ai envie de vous dire qu'à Cannes, tous les ans, il y a une manifestation qui s'appelle le MIPEM pour le monde de l'immobilier et organisé. Et chaque année, il y a 20 000 à 30 000 participants. Je souhaite pour nous que la France va progresser dans les prochains 12 mois et on va se revoir l'année prochaine à Caen. Merci. Bon. Rainer, vous nous avez fait du Eva Maria Rilke, enfin toute proportion gardée là, hein, je veux dire. Et je me suis retenu, croyez-moi. Moi j'ai envie de vous poser une question. On ne se connaît pas, on a fait connaissance il y a 1 heure. Ma première question, toute idiote, c'est vous avez toujours la nationalité allemande ou vous êtes français? J'ai toujours été français. Moi j'ai transplanté avec mon ami, un cardiologue, un drapeau français dans mon corps. Donc vous êtes français, naturellement? Non, mais j'ai un passeport allemand, mais vous avez un mon passeport cerveau allemand. est 100% français. Ça, vous avez compris ou pas? Alors moi, hier soir dans le stade d'Ornano, vous étiez où exactement? Parce que c'était d'un côté l'Allemagne qui gagnait, mais de l'autre côté la Normandie qui gagnait. Bon, je ne vais rien vous cacher. L'équipe allemande complète était mardi chez Mourouara. Ils ont été 36. C'était avant le concours et ils ont admiré les herbages normandes. Dans l'après-midi, mardi, je crois que je suis le seul dans la salle. J'ai fait les 6500 mètres, j'ai regardé tous les 36 obstacles, 2h30, terrain lourd. J'étais fatigué. Après, j'ai enivré mes émotions avec Equidia et malheureusement, ce Equidia, c'est plus intéressant que si vous êtes en direct. Et évidemment, je me suis régalé là. Mais j'étais un peu triste pour la France, qu'on a raté la médaille de bronze, mais ça va peut-être venir dans 2 ans. Est-ce que ça vous a effleuré un jour d'être éleveur de cheval de sport ou de chevaux de sport? Je ne les ai pas dit dans mes quelques mots là. Moi, j'aime le cheval. C'est que des trotteurs, c'est un peu par hasard parce que j'aime faire mes fesses sur un sulky. Mais j'aurais aussi pu élever des pur sang, sauf je n'aurais pas pu participer à le monter. Je suis trop grand, 1,93 m. La raison du trotteur, c'est peut-être mon père et mon grand-père. Et moi j'avais des émotions énormes quand je drivais en course. J'étais terrorisé par gagner une course à Vincennes. Et quand vous êtes mal doué comme moi, c'est vraiment une tâche. Mais je suis arrivé finalement avec beaucoup de détours et c'était une émotion incroyable comme gagner le prix d'Amérique pour moi. Si vous aviez un conseil à donner aux éleveurs de chevaux de sport, vous qui avez réussi dans le trot, ce serait lequel? Écoutez, il faut être réaliste ici. Là. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans l'élevage des chevaux de sport. Ouais. J'ai discuté avec mes Allemands là, et j'ai demandé le meilleur cheval de concours complet, combien ça gagnait en 2013. Bon, c'était 50 000 €. Et ces chevaux-là, la Auffart qui a gagné la médaille d'or, elle m'a dit, je peux courir mon cheval dans un 4 étoiles 1 fois par an, peut-être 2 fois. Et 30% des chevaux qui ont participé vont peut-être jamais plus participer à un concours. Vous ne pourrez pas comparer. Oui, c'est pas sérieux. Si vous me soufflez ma dernière question. Parce que s'il y avait une prime à l'éleveur dans le cheval de sport, est-ce que... Oui, mais ça ne change rien du tout. Là. Jeter l'argent par la fenêtre. Mais ça ne change rien. Il faut être sérieux. Là. Il ne faut pas rêver dans ce système. Là. Il n'y a pas d'argent dans des chevaux de sel. Donc le banquier est toujours derrière l'éleveur quand même. Et je suis un homme de chiffres, mais je suis hyper émotionnel et j'adore le cheval. Et avant qu'on finisse, il faut peut-être encore que j'ajoute un petit... Non, j'en ai... À vous, vous avez... Non, vous irez. Mais j'ai encore une dernière question, parce que c'était un sujet important tout à l'heure. Et encore une fois, nous ne nous connaissons pas. Donc la transmission, vous l'avez envisagée, comment vous la voyez? Est-ce qu'elle est possible?
C'est une tragédie, la transmission, parce que j'ai une femme qui n'aime pas trop les chevaux. Mon fils ne s'intéresse pas du tout. Moi, j'ai le même problème que vous venez d'aborder. C'est très personnel et il faut bosser sur le sujet. C'est pas facile, ça. Alors, je sais que vous aviez prévu... C'est grave ce que vous venez de dire. Hein. Je ne vous interromps pas. Je crois qu'on l'a tous noté. La transmission, c'est un vrai sujet, un vrai gros sujet. Vous aviez un post-scriptum. Tout à l'heure, vous m'en avez parlé. Je vous ai dit... J'ai un petit post-scriptum parce que j'ai envie d'ajouter quelque chose avec moi. J'ai envie aujourd'hui, et j'espère que vous participez tous, de lancer un appel à notre ministre de l'Environnement de fermer enfin cette poubelle GDE qui abîme notre patrimoine national, le plus beau art du monde, avec son chant de course, notre bijou là du pain. Voilà, je pense que Rainer a soulevé un point extrêmement sensible. Et là, on est sur un fait aujourd'hui qui concerne la Normandie, mais je pense que, et je pense que ce sera l'un des thèmes que vous aborderez tout à l'heure, ou peut-être dans une assise à venir, c'est que le rapport entre le cheval, ce que j'appelle moi un véritable fertilisateur du terroir, ça peut être pas mal, eh bien, va avoir, dans les grands enjeux à venir, ça va être sa position face à toutes les évolutions environnementales. Donc, tant qu'il est dans le terroir, tout se passe bien. Mais dès qu'il en sort, et il en sort de plus en plus, et il voyage de plus en plus, il prend l'avion comme jamais il l'a pris, et ça, je pense que ça va être une question qui va revenir, quelle que soit la filière, qui va nous revenir en boomerang sur le pourquoi du cheval aujourd'hui dans la société. Je pense que c'est une vraie question. Rainer la soulève par la tête d'épingle qui préoccupe la Normandie, et c'est effectivement énorme, et il faut effectivement, à mon sens, que vous vous en saisissiez. Je ne suis qu'un journaliste. Mais derrière, il y a d'autres implications très lourdes qui vont nous arriver, parce que la société est-elle encore en phase avec cette passion que nous avons chevillée au corps? C'est une vraie question aussi. Merci Xavier, merci messieurs.